Bienvenue, merci de nous rejoindre cette semaine pour Ici l'Europe dans une Union européenne toujours plus reconfinée et même vaccinée. Alors pour en parler, nous recevons aujourd'hui en duplex depuis le Parlement européen à Bruxelles Pascal Canfin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Je rappelle, Monsieur Canfin, que vous étiez eurodéputé depuis 2009 à l'époque pour Europe Écologie, puis ministre du Développement de François Hollande. Vous avez pris aussi la tête de l'ONG de défense de la nature WWF France. Puis en 2019, vous avez rejoint la liste macroniste Renaissance pour votre réélection dans ce Parlement européen. Vous êtes aujourd'hui président de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Disons que c'est une commission qui est particulièrement dans l'actualité en ce moment, si je puis me permettre. Commençons donc par cette Europe qui reconfine pour faire face à un virus qui mute en attendant une relance de l'activité quand nous serons suffisamment vaccinés. On est vraiment très loin encore du bout du tunnel en Europe. Oui, on commence à le voir parce qu'on peut penser qu'à l'été 2021, une partie importante, autour de la moitié de la population européenne, pourra avoir été vaccinée. Mais en attendant, eh bien, il faut continuer à prendre les mesures de précaution nécessaires dans un contexte évidemment très difficile avec le variant anglais, avec les risques associés et donc tous les reconfinements plus ou moins locaux, plus ou moins généralisés que l'on voit partout en Europe. Alors, à l'heure actuelle, 2 vaccins ont été autorisés au sein de l'Union européenne, Pfizer, BioNTech et Moderna, de quoi vacciner 380 millions d'Européens, 80% de la population. La Commission européenne vous a donné accès à certains contrats, par exemple celui signé par l'allemand CureVac. Vous l'avez consulté et vous considérez toujours que la transparence n'est pas suffisante. Pourquoi ? Nous étions tout à fait d'accord avec le principe selon lequel, pendant la négociation, cette négociation n'a pas à être transparente parce que précisément il faut négocier des prix, etc. et que les compagnies ne souhaitent pas que ce soit public et c'est normal. En revanche, une fois que c'est signé, il n'y a plus aucune raison de garder des éléments clés de manière totalement opaque. Par exemple, le prix des vaccins que nous achetons. Par exemple, le régime de responsabilité juridique. Qui est responsable en cas de problème ? Par exemple, est-ce que l'on partage ou pas la propriété intellectuelle. Et donc ce que j'ai pu voir, puisque j'ai été le premier député européen à voir le premier contrat, celui de CureVac, je peux vous dire que malheureusement cette transparence est limitée parce que pour ne prendre qu'un seul exemple, en matière de responsabilité juridique, il y a 6 paragraphes qui traitent de la responsabilité juridique et malheureusement 2 sont biffés. Ils sont surlignés de noir de façon à ce qu'on ne puisse pas les voir. Donc j'en ai vu 4. Mais j'en ai pas vu 2, ce qui fait que je ne peux pas, évidemment, en responsabilité, donner un avis définitif sur le régime de responsabilité juridique. Je le regrette et c'est pour ça que nous continuons à plaider pour davantage de transparence de ces contrats. Alors le manque de transparence, c'est le reproche que fait aussi la Commission européenne aux États membres concernant leur vaccination, parce qu'il y a eu des protocoles d'accord distincts signés par l'Allemagne, un appel à fourniture de vaccins de Chypre à Israël qui ont suscité la controverse. Bruxelles a dû rappeler aux États membres leur engagement à ne pas lancer leur propre procédure d'achat de vaccins. La transparence, elle fait aussi défaut aux États ? Vous voyez bien qu'en l'absence de transparence, tout le monde peut faire à peu près n'importe quoi et surtout dire n'importe quoi. Et c'est pour ça que la transparence, ce n'est pas pour empêcher le succès des campagnes vaccinales. Moi, je suis pro-vaccin et je souhaite bien évidemment que ces campagnes vaccinales réussissent. C'est l'intérêt de la santé, c'est l'intérêt économique et l'intérêt de nos sociétés. Mais pour qu'elles réussissent et pour que le cadre européen soit consolidé, parce que évidemment ce cadre européen est une bonne chose, il faut que les choses soient transparentes et soient sur la table. Et si critiques légitimes il doit y avoir, elles seront informées et documentées et ce ne seront pas des rumeurs ou des fake news. Et c'est pour ça que nous plaidons pour la transparence comme un élément important du débat démocratique. Alors, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Italie ont vacciné plus de 1% de leur population, ce qui n'est pas la norme sur le vieux continent. À la traîne, donc, Pays-Bas, Belgique et bien sûr France, moins de 0,5% de vaccinés. Pourquoi, Pascal Canfin, un tel retard alors que la France, d'ailleurs, va pour sa campagne débourser plus de 4,3 milliards d'euros. On le sait déjà. Pourquoi un tel retard et une telle polémique autour d'un retard français ? Alors,
Justement, le retard français, il a existé pendant quelques semaines, je dirais 2 semaines, et je suis à peu près certain que dès la fin du mois de janvier, les pays européens seront à peu près sur le même étiage. Tout simplement, la France, le gouvernement a suivi ce qui était à l'époque, autour de la fin du mois de décembre, la recommandation de la Haute Autorité de Santé, à savoir commencer de manière un peu étroite, uniquement dans les EHPAD, avec un processus logistique un peu lourd. Résultat des courses, les chiffres ont démarré très lentement, mais si le gouvernement à l'époque n'avait pas suivi la recommandation de la Haute Autorité de Santé, les mêmes qui critiquent le fait que ça ait démarré lentement auraient dit « mais comment ça, vous ne suivez pas les recommandations de la Haute Autorité de Santé ?» Donc sortons de ces polémiques un petit peu vaines. De toute façon, nous sommes en train maintenant de prendre tous le même rythme de vaccination et je tiens à souligner le fait que la France est, à ce stade, avec le Danemark, le seul pays européen, puisqu'on parlait de transparence à l'instant, le seul pays européen à avoir rendu public le rythme d'accès aux doses pour les Français. Nous savons combien de doses nous aurons contractuellement, via les contrats que j'évoquais tout à l'heure, nous aurons d'ici le mois de juin, chaque mois. Ce qui permet de clarifier le fait que d'ici le mois de juin, dans les 5 prochains mois, nous aurons de quoi vacciner plus de la moitié de la population française. Donc on voit bien que le démarrage a été un peu lent, j'en conviens, pendant 15 jours, que le rythme maintenant s'accélère clairement et que l'objectif est de vacciner la moitié de la population française d'ici l'été. Mais plusieurs pays européens comme l'Allemagne, par exemple, ont fait le choix d'aménager de grands espaces publics pour lancer leur campagne de vaccination. Nous, on l'a fait pour la grippe aviaire, on en garde un mauvais souvenir en 2009 parce que ça n'a pas marché. Mais est-ce que finalement, cette idée de privilégier les cabinets médicaux, etc., à la française, n'est pas mauvaise ou n'est pas peu efficace ? Alors moi, je ne suis pas expert en matière de santé publique, donc on a essayé quelque chose, vous l'évoquiez pour la grippe aviaire, ce qu'on a appelé les vaccinodromes, et puis on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Les Allemands le font, mais ce sont aussi des grands espaces qui sont un peu vides. Donc on va apprendre en marchant et on va aussi apprendre des succès de nos voisins ou des échecs de nos voisins. Je pense qu'il n'y a pas de doctrine magique en la matière. Donc le gouvernement avance. Après les EHPAD, un certain nombre de lieux en ville, on va dire, sont ouverts. Est-ce que pour aller jusqu'à la moitié de la population d'ici l'été, qui est l'objectif que j'évoquais à l'instant, il faudra réouvrir des lieux supplémentaires? C'est une décision, je dirais, assez logistique qu'il faudra prendre, à mon avis, courant du mois de février, lorsque on continuera à augmenter considérablement le nombre de doses dont nous disposerons pour vacciner les Français. Le Premier ministre grec a demandé mardi à l'Union européenne d'adopter un certificat standardisé de vaccination pour donner un coup de pouce à l'industrie du tourisme, particulièrement mise à mal dans son pays, mais enfin globalement dans tous les pays touristiques. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est trop polémique, ce passeport vert de vaccination? Mais tant que nous ne sommes pas en capacité de vacciner tous ceux qui souhaitent être vaccinés, c'est-à-dire pas avant l'été, c'est certain, l'idée d'instaurer un passeport vaccinal n'a pas de sens, puisque un passeport vaccinal limiterait l'accès à certains lieux, par exemple, alors que je ne peux moi-même, voulant être vacciné, je ne peux pas avoir accès aux doses au moment où je parle, puisque les doses montent en puissance progressivement. Donc, pour moi, c'est un débat totalement prématuré. C'est un débat que nous pourrons avoir, et c'est un débat légitime, c'est un débat que nous pourrons avoir lorsque tous les Européens qui le souhaitent auront eu accès au vaccin. Et alors la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne se sont pas fait vacciner alors qu'ils auraient pu le faire, et est-ce que du coup il faut avoir un passeport pour leur limiter l'accès, puisqu'ils n'auraient pas ce passeport par construction, limiter l'accès à certains lieux, c'est une discussion légitime, mais c'est une discussion à mon avis qu'il faut avoir probablement à partir du mois de juin, probablement dans la deuxième partie de l'année. C'est beaucoup trop tôt de poser cette question aujourd'hui et encore plus d'y répondre. Passons au chapitre environnement, important aussi, puisque ce lundi se tenait à Paris One Planet Summit. De nombreuses figures internationales par visioconférence, Angela Merkel, Justin Trudeau, le prince Charles, autour donc d'un d'Emmanuel Macron qui s'est posé encore comme le leader mondial de la lutte contre le changement climatique. Mais quand une Greta Thunberg, qui n'est pas n'importe qui, parle d'un blabla de plus suivi d'engagements non tenus, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, il s'agissait d'un sommet sur la biodiversité et pas sur le changement climatique, mais ce sommet a été salué par de nombreuses ONG, par exemple le WWF. Donc
Que Greta Thunberg soit dans son rôle de mettre toujours plus d'ambition, c'est légitime. Maintenant, chacun est aussi dans son rôle. C'est-à-dire que quand on est chef d'État, on n'est pas un campaigner et un activiste comme Greta Thunberg. Et d'ailleurs, certaines ONG qui ont l'habitude et qui sont très légitimes sur les questions de biodiversité, qui ont l'habitude justement de travailler avec les gouvernements, comme le WWF, ont plutôt largement salué. D'abord, ont contribué et ensuite salué les engagements qui ont été pris. Donc moi, je m'inscris dans cette dynamique positive de façon à ce qu'on adresse enfin cette question. Et pour continuer à augmenter la prise de conscience sur l'importance de préserver la nature, et notamment l'importance non seulement pour l'environnement, bien évidemment, mais pour notre économie. Je rappelle que les pandémies dont nous venons de parler à travers le Covid, dans les 10 dernières années, toutes les pandémies qui se sont développées, Ebola, le SRAS, la grippe aviaire, etc., étaient toutes liées à du passage d'un virus du monde animal, domestique ou sauvage, à l'homme. Ça veut dire que la question de notre relation à la nature est absolument fondamentale, y compris en termes économiques. Et c'est pour ça que les pandémies aujourd'hui me conduisent à penser que nous avons infiniment plus besoin d'actions pour protéger la biodiversité et un message symbolique qui serait très fort, et j'ai pris la tête de cette campagne en quelque sorte, c'est que les scientifiques qui défendent la biodiversité, qui sont les scientifiques qui sont réunis dans un cercle qui s'appelle l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la nature, soient récompensés par le prix Nobel de la paix cette année. Pourquoi? Parce que cette année, c'est une année sur le plan international décisive pour la biodiversité. Vous savez qu'on recherche l'équivalent de l'accord de Paris sur le climat en Chine au mois d'octobre. Et donc si 15 ans après le GIEC, les scientifiques du climat, les scientifiques de la nature se voyaient décerner le prix Nobel de la paix en octobre 2021, je pense que ce serait un message très très fort qui permettrait de prendre conscience sur la planète entière que si la nature disparaît, nos sociétés sont plus vulnérables, sont en danger et le monde entier est peut-être moins sûr. Alors, c'est vrai que vous parlez d'engagement pris à l'occasion de ce One Planet Summit, mettre 30% des territoires nationaux en espace protégé. Alors, on nous dit toujours les objectifs, mais on nous dit souvent pas par quels moyens. Et là, en l'occurrence, avec quels moyens, alors nationaux, et puis surtout quand les États-Unis, le Brésil ne sont toujours pas à bord, les gros pollueurs finalement s'abstiennent. Alors, la question du Brésil et de Bolsonaro est une question évidemment centrale. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France et nous, députés européens ici à Bruxelles, nous sommes largement opposés au fait de signer un accord commercial avec le Brésil, parce que ça voudrait dire importer davantage de soja, par exemple, qui va nourrir notre bétail en Europe, alors que ce soja est issu de la déforestation de l'Amazonie. Et donc on ne peut pas dire à la fois qu'on veut commercer davantage sous ces conditions avec Bolsonaro au pouvoir, avec le Brésil, et en même temps protéger l'Amazonie. Donc il faut de la cohérence dans les actions. En voilà une très concrète sur un sujet extrêmement sensible qui est l'accord Mercosur et l'accord commercial avec le Brésil. Mais les engagements sont multiples. C'est des engagements en matière de finances, des engagements en matière de protection de 30% des aires marines et terrestres protégées. Et nous avons les outils, nous savons ce qu'il faut faire, il s'agit de les déployer partout. Et au maximum, le maximum commence par ceux qui sont les pionniers. C'est pour ça que la semaine dernière au One Planet Summit, 50 États sur 200 dans le monde, donc à peu près un quart des États, se sont engagés à aller vers 30% de leur propre territoire terrestre et marin protégé. 50 États, ça nous laisse du chemin à parcourir pour arriver à 200, j'en ai bien conscience, mais il faut bien partir de quelque part. Et moi, je salue plutôt ceux qui sont à la pointe de ce combat pour essayer d'emmener les autres. Et évidemment, l'élection de Joe Biden, vous évoquiez les États-Unis, l'élection de Joe Biden par rapport à Donald Trump est susceptible de changer la donne sur ce sujet aussi, sur le sujet climatique bien évidemment, mais sur ce sujet de la protection de la nature également. Merci à vous Pascal Canfin d'avoir été notre invité dans la deuxième partie de notre programme. Nous vous proposons un grand débat sur l'ouverture des stations de ski en Europe. Pour poser les éléments du problème, nous prenons tout de suite la direction de l'Autriche qui a rouvert son domaine skiable pour les dernières fêtes, ce qui a d'ailleurs beaucoup ému ses voisins, car en mars dernier, 6000 Européens avaient été contaminés dans une station du Tyrol, devenue cluster pour tout le vieux continent. Alors, sous surveillance, les Autrichiens ont rouvert leurs pistes, mais pas les hôtels et les restaurants.
limitant donc l'accès aux locaux. Reportage de notre correspondant Vianney Laurin, et puis on en débat juste après. À 100 km de la capitale, la station de Semmering est l'une des préférées des Viennois. Sur les pistes ce week-end, plus de 1500 skieurs, mais pas de touristes étrangers car hôtels et restaurants sont fermés. Ici, on vient donc skier à la journée. On a tous été enfermés très longtemps sans pouvoir faire de sport. Ici, on est à l'air libre, on récupère, on se détend. Nous, les Autrichiens, nous sommes une nation de ski. C'est important pour nous de pouvoir skier dans la période actuelle. Pour éviter les contaminations, le gouvernement impose certaines règles strictes, comme le port d'un masque FFP2 à partir de 14 ans dans les télécabines, de quoi rassurer les skieurs. Je me sens en sécurité. On est en extérieur et il y a moins de monde sur les pistes. Je ne pense pas que cela conduise soudainement à la formation de clusters car il y a des mesures appropriées et la plupart des gens les respectent. Une ouverture décidée par le gouvernement pour soutenir un secteur durement touché par la crise mais qui ne permettra pas de combler toutes les pertes. On est content d'avoir pu ouvrir et on essaye de tirer le meilleur de cette saison. Mais nous fonctionnons avec des capacités restreintes. 2500 visiteurs au lieu de 4000. Ça représente aussi des efforts et des dépenses supplémentaires. J'espère donc que les mesures vont être levées pour que nous puissions fonctionner avec nos capacités normales. Un souhait partagé par les autres stations. Certaines ont même choisi de rester fermées en attendant le retour des touristes. L'enjeu est capital pour l'Autriche où le secteur du ski représente 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 125 000 emplois directs ou indirects. Pour en débattre, Marie Brémaud de Public Sénat va me rejoindre pour soumettre nos 3 invités à la question sur le ski. C'est juste après la pause. À tout de suite.